Bonjour à tous, je suis Pia de la cellule d'analyse en sciences sociales en RDC et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qu'on a menée en septembre dernier dans le cadre de la réponse à la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur en RDC. Et cette étude, elle s'intéresse aux barrières et aux motivateurs à la participation dans les interventions de listage et de suivi des contacts dans le cadre de la réponse Ebola. Quels étaient les objectifs de cette étude? Tout d'abord, c'était de comprendre les facteurs sous-jacents, les facteurs communs de refus et de participation selon les aires de santé. Et ensuite, c'était d'identifier des moyens pour atténuer les barrières et augmenter l'acceptabilité des interventions, avec comme objectif final de renforcer l'engagement des communautés et la redevabilité de la réponse Ebola envers ces communautés. Quelle était notre méthodologie? Rapidement, nous avons collecté les données dans 4 aires de santé, dans 3 zones différentes que vous pouvez voir ici sur la carte. Et les 3 zones étaient touchées par la MPE durant cette épidémie. Ces aires de santé, elles ont été identifiées sur la base des analyses épidémiologiques. Il faut savoir que cette étude, c'est une étude conjointe par la CAS, mais aussi la cellule d'analyse épidémiologique de la réponse Ebola. Alors, la collecte a eu lieu en septembre 2020, c'est-à-dire environ 4 mois après le début de l'épidémie. Et puis, on a mené donc 44 entretiens et 24 focus group pour un total de 214 personnes membres des communautés interrogées, dont du personnel de santé. Et les données, elles ont été collectées par notre équipe de recherche locale originaire de l'Équateur. Les résultats clés, donc. Alors, quelles étaient les raisons principales pour refuser le listage et le suivi des contacts dans les communautés que nous avons rencontrées? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 2 premières, les 2 principales raisons, qui sont les doutes sur l'existence réelle de la maladie et la peur de la stigmatisation. Donc, la première raison citée par les membres des communautés que nous avons interrogés pour refuser les interventions de listage et de suivi des contacts, c'était des doutes sur l'existence réelle de la maladie. Et donc, pour expliquer cela, il faut dire que Ebola est vu par ces communautés comme une invention des autorités sanitaires locales, des médecins, des infirmiers et des politiciens pour se faire de l'argent. Il y a à la fois une méfiance envers les médecins et les politiciens, et aussi un sentiment que les communautés sont exclues et que ces mêmes médecins et politiciens s'enrichissent avec la complicité de la réponse et des acteurs internationaux sur le dos des communautés. Et donc, ces 2 sentiments nourrissent les doutes envers l'existence de la maladie et l'importance des interventions de réponse. Ensuite, on a aussi la croyance qu'Ebola est une maladie traditionnelle. Alors, d'un côté, on a la croyance que les symptômes seraient causés par le mauvais sort, et de l'autre, il y a aussi la perception que les symptômes d'Ebola sont très similaires à ceux d'autres maladies qui sont connues par les communautés depuis longtemps. Et donc, ça crée le sentiment d'une disproportion entre la réponse Ebola et la réaction que suscite normalement ce genre de symptômes. Enfin, la troisième raison qui explique pourquoi les gens doutent de l'existence d'Ebola pendant cette épidémie, c'est l'expérience individuelle et communautaire d'une faible contagion et d'une faible mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que les communautés elles-mêmes ont vu 2 caractéristiques de cette épidémie, qui est d'un côté la faible transmission, avec des contacts à haut risque qui n'ont pas été infectés par la maladie. Ça, c'est quelque chose qui a été observé aussi d'ailleurs par les équipes de réponse. Et aussi une faible mortalité, surtout en comparaison avec l'épidémie de 2018. Alors, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a Ebola qui est présenté par les équipes de réponse comme une maladie mortelle et très contagieuse, avec tous les messages et toutes les interventions qui renforcent cette impression. Et de l'autre côté, on a l'expérience réelle que font les communautés autour d'eux. Et donc, la contradiction entre ces deux nourrit le doute. La deuxième raison la plus citée pour refuser le suivi et le listage des contacts, c'est la peur de la stigmatisation par l'entourage.
notamment lors du suivi des contacts qui se fait, on peut le rappeler, pendant 21 jours, tous les jours. Et donc, le risque de stigmatisation, il vient, selon les communautés, par les visites journalières des relais communautaires dans les maisons des contacts, puisque c'est vu comme attirant l'attention sur la maison et sur la famille du cas contact. Et évidemment, ça c'est encore pire quand les visites de suivi se font en voiture, puisque ça attire encore plus l'attention. Et donc, de manière sous-jacente, ici, ce qu'on ressent, c'est que le fait d'être vu comme ayant Ebola ou même étant un cas contact, c'est toujours perçu comme une honte pour les communautés. Un troisième point qu'on va mentionner rapidement ici, c'est le rôle de la proximité. Ce qu'on a vu dans les données, c'est que la proximité des communautés avec des cas confirmés et avec des décès causés par Ebola, c'est un déterminant clé pour expliquer l'adhésion ou le refus aux interventions de réponse. Dans les communautés où nous avons vu une proximité avec des cas, c'est-à-dire des villages où il y a eu plusieurs cas d'Ebola, y compris des décès, on a vu qu'il y avait une plus grande acceptation à la fois de la réalité de la maladie et des interventions de réponse. Au contraire, dans des communautés, dans des villages qui n'ont pas vu elles-mêmes cette maladie autour d'eux, on voit une plus grande défiance et un plus grand refus des interventions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit concrètement de la manière dont on doit agir en prenant en compte de ces deux facteurs? Dans les communautés, clairement pas besoin de mener des interventions qui sont intrusives pour identifier les contacts. Et en fait, on peut laisser les communautés et les individus venir vers les équipes de la réponse. Au contraire, dans les situations où on n'a pas cette proximité, les interventions qui peuvent être perçues comme intrusives, elles nourrissent la défiance à l'égard des équipes de réponse. Pour finir et résumer, ce qui ressort, c'est un manque de nuance dans la communication sur la maladie à virus Ebola. D'un côté, les communautés voient les caractéristiques atypiques, entre guillemets, de cette épidémie, c'est-à-dire la faible mortalité et la faible transmission, ce qui est effectivement hors du commun pour Ebola. Mais pourtant, les interventions de la réponse, elles restent identiques et elles ne sont pas adaptées à ces spécificités. Elles sont génériques pour toutes les épidémies d'Ebola. Et donc, cette contradiction, elle est la cause de beaucoup de doutes et de défiance, et elle nous appelle à revoir la façon dont on communique et aussi dont on conçoit les interventions. Et je vais vous citer une citation qui a été tirée d'un des focus group dans l'aire de santé d'Ipeco, dans la ville de Bandaka, qui nous dit « Il manque une communication appropriée. Ici, nous avions seulement vu les gens passer sur des motos avec des mégaphones pour crier Ebola et de se laver les mains. » Alors, ça en dit long, effectivement, sur la nécessité de communiquer sur les interventions. Quelles sont les recommandations que nous pouvons adresser à la réponse à la suite de ces résultats? De manière très simple, d'abord, réduire la visibilité des équipes et éviter au maximum d'utiliser des voitures, surtout quand on fait le suivi des contacts. Ensuite, c'est d'impliquer les contacts eux-mêmes et de travailler avec eux pour déterminer comment minimiser le risque de stigmatisation qui est là quand on se rend dans leur maison. De manière générale, on peut recommander d'adapter les interventions et les protocoles aux caractéristiques de l'épidémie et du contexte, notamment éviter de recourir à la contrainte pour faire accepter, entre guillemets, les interventions aux individus. Et puis finalement, c'est d'adapter la communication aux caractéristiques de l'épidémie, pas seulement pour les équipes grecques, mais pour toutes les équipes qui sont au contact de la communauté. Et les équipes de surveillance sont d'ailleurs aussi en contact direct avec les individus. Merci pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude ou les autres études de la CAS, n'hésitez pas à consulter notre Google Drive en ligne ou à nous écrire. Merci.